Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à l'intelligence artificielle. Au programme, que des généralités, juste pour poser les principes généraux. On commence avec un petit historique et un grand mathématicien, Alan Turing, qui est un des pères fondateurs de l'informatique. Et c'est d'autant plus fort que les ordinateurs n'existaient pas à l'époque. On connaît de lui la machine de Turing, qui est une théorie mathématique montrant qu'une machine peut réaliser des calculs. Depuis cette théorie, de nombreux passionnés se sont amusés à construire des calculateurs en utilisant le concept de Turing. Turing est aussi célèbre pour avoir réussi à décrypter les messages codés par les machines allemandes Enigma, qui réalisaient un chiffrement de l'information que beaucoup pensaient alors impossible à décoder. Il a été aussi célèbre pour une publication scientifique où il proposait un test pour savoir si une machine pouvait avoir une pensée. Le test de Turing consiste à cacher un humain et la machine à tester. Ensuite, il faut prendre une autre personne et lui demander de poser des questions aux deux entités cachées et qui doivent donc répondre. Et si la personne qui a posé les questions n'est pas capable de retrouver qui est l'humain, c'est que la machine a réussi le test. Alors tout ça, c'est anecdotique aujourd'hui, car plusieurs machines ont déjà réussi le test, et c'est pas pour autant qu'elles ont une pensée humaine. Mais en fait, Turing n'avait jamais eu l'intention que son test soit utilisé comme une méthode pour mesurer l'intelligence des programmes d'IA. C'était juste un débat philosophique de l'époque. Un autre savant, von Neumann, né il y a 120 ans, il a fait des maths, de la physique, du nucléaire, de la mécanique quantique et plein d'autres choses comme de l'électronique et de l'informatique. Il a aussi travaillé à la conception de ce que certains considèrent comme le premier ordinateur de l'histoire. Citons aussi Shannon, qui avait réalisé un système pour sortir d'un labyrinthe en utilisant les concepts de l'IA. IA dont le nom n'est vraiment apparu qu'en 1956 pour distinguer des concepts différents de programmation de ceux de la programmation traditionnelle. Et voici une définition de l'IA où il est question d'essayer d'accomplir des tâches que les humains réalisent généralement mieux que les machines. Si on fait un bilan de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on remarquera que c'est vers 2010 que tout s'est accéléré, et ceci pour trois raisons. La première, c'est que la quantité de données disponibles a explosé grâce aux data centers. Et pour la santé de la planète, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Deuxième raison, c'est que les calculateurs sont devenus à la hauteur des besoins de l'IA. Et enfin, troisième raison essentielle, c'est que la programmation dite par apprentissage a montré d'excellents résultats, et cette technique a enterré toutes les autres. J'en avais parlé tout à l'heure avec la définition de Minsky, l'IA peut résoudre des problèmes difficiles à traduire directement en langage informatique. Par exemple, l'analyse d'images, j'en parlerai un petit peu plus tard, ou encore la prise de décision dans une situation complexe, ou dans un environnement avec une multitude d'informations. Et bien sûr, tout ce qui est processus mental de haut niveau, comme la compréhension du langage. Allez, faisons un petit test avec notre ami ChatGPT, à prononcer en anglais bien sûr, sinon c'est pas poli. Ah, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est ça. Quand on est trop intelligent, bah, on a le cerveau en surcharge. Bah, bon, bah, il faudra revenir un autre jour. Ah, ça y est, ça fonctionne. On va essayer de jouer au mot fléché. Je lui demande un mot de 3 lettres. Bon, il m'en donne un de 5. Je lui dis que ça va pas. J'essaye de l'embrouiller en disant que malin, ça a 7 lettres. Et paf, il tombe dans le panneau. Il me répond encore un truc du grand n'importe quoi. Mais bon, il est poli quand même, hein. Il est poli, donc bon, c'est déjà ça, hein, quand même.
Allez, on va essayer maintenant les mathématiques. Je lui donne une équation à résoudre et ben voilà, il trouve une méthode hein, pour la résolution et il me propose des solutions. Allez, je vais tester la première. X égale 4, est-ce que ça vérifie? 4 fois 4, ça fait 16, moins 4 plus 4, bah, ça fait 16 égale à 0. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est qui se passe là? On va essayer de lui demander de vérifier le résultat. Alors, il développe. OK. Et oui, donc il confirme bien que c'est la bonne réponse. Je vais quand même lui demander de vérifier, parce que le résultat, ça doit faire 0 au final. Ah, en effet, il a trouvé qu'il s'était trompé. Donc vous voyez que c'est pas un système logique au sens mathématique, puisqu'il arrive à proposer plusieurs solutions à un même problème d'origine. Et donc, bah là, il confirme bien que 16 est égal à 0. Donc là, bah, c'est du grand n'importe quoi. Ben bon, je suis moqueur parce que, attention, le truc, il est encore en phase d'apprentissage et je suis sûr que bientôt, il va trouver la bonne solution. Alors, actuellement, qui utilise l'intelligence artificielle? Eh bien, l'automobile, par exemple, avec les véhicules qui tendent à être autonomes. Mais l'IA, c'est aussi les algorithmes des plateformes Internet pour le commerce, le trading et tous les outils d'analyse de big data. On retrouve aussi l'IA dans Google Home, Alexia et toutes sortes d'assistants virtuels. Et l'IA, ça peut aussi aider dans les diagnostics automatisés comme pour la santé. Et on peut bien sûr avoir de l'IA dans la cybersécurité ou encore la robotique. Sans oublier les secteurs de la vidéo et du gaming, notamment avec les PNJ, les personnages non joueurs, aussi appelés bots, et qui participent à l'action du jeu. Allez, rentrons dans le détail avec les méthodes par apprentissage. Donc en anglais, machine learning, pour indiquer qu'une machine va apprendre des choses. Alors, en quoi c'est différent de la programmation traditionnelle? Eh bien, prenons un exemple très simple, où je veux que l'ordinateur teste si deux valeurs sont égales. Je vais donc le programmer avec des instructions. Sur l'exemple ici, if égale, alors OK, sinon pas OK. Et en appliquant ce programme à n'importe quelle valeur, ça va fonctionner. Si je résume, j'ai traduit la méthode, la façon de faire, en langage informatique. Pour le machine learning, c'est complètement différent. Au départ, on met dans l'ordinateur un programme qui ne sait rien faire. Ensuite, on applique au programme des données de test et on regarde ce qu'il répond. S'il se trompe, on lui demande de corriger. Il va alors modifier des trucs à l'intérieur pour trouver la réponse que nous, humains, on considère juste. Et on continue avec d'autres données d'entrée. Et on regarde à nouveau ce qu'il répond et on lui demande de corriger si nécessaire. Une nouvelle fois, il va corriger des trucs à l'intérieur et on continue avec encore d'autres données d'entrée. Je rappelle que sur l'exemple, on cherche à obtenir que le programme teste si les valeurs de x1 et x2 sont égales. Et ce comportement n'est pas programmé de façon procédurale, il n'y a pas de if x1 égale x2 à aucun endroit dans le programme. Par contre, il y a pour chaque nouvelle entrée une vérification du comportement qui engendre une modification des paramètres internes. Plus le programme est entraîné, moins il va se tromper et au bout d'un moment, on va s'arrêter. C'est quand on juge que le pourcentage d'erreur est faible et acceptable. Et sans parler du fait que le processus d'apprentissage est long, parfois très très long, et on va donc s'arrêter même si la machine ne donne pas 100% de résultats justes. Autre point à signaler, c'est que l'apprentissage est contrôlé par l'humain. C'est lui qui indique à la machine ce qui est juste ou pas. On parle alors d'apprentissage supervisé.
Alors ensuite, on arrive à la phase de production normale, où on ne touche plus aux paramètres. Et on applique des entrées pour connaître un résultat que l'on n'est pas censé connaître. Et normalement, la réponse sera correcte. On résume, avec le machine learning, il faut au départ choisir un modèle, c'est-à-dire un programme vierge. Et là, attention, il existe une multitude de choix possibles. Ensuite, il faut optimiser le modèle, c'est la phase d'apprentissage, et là aussi, une multitude de façons de faire. Au final, on n'a pas traduit directement notre besoin en langage informatique. Sur l'exemple précédent, ce qui aurait été if x1 égale x2, then OK. Eh bien, au lieu de ça, on a pris un truc et on lui a appris à réagir comme on le souhaitait. On parle aussi d'apprentissage automatisé qui peut être supervisé, comme dans mon exemple, ou non supervisé, on en reparlera plus tard. Ok, alors essayons de voir en détail en quoi le machine learning se distingue de la programmation classique. Eh bien, tout d'abord, dans un programme informatique traditionnel, je le disais tout à l'heure, on traduit la méthode du travail à réaliser en langage informatique. Exemple, si je veux reconnaître une image de chat, je peux choisir de tester tous les pixels et si les blancs et les noirs sont aux bons endroits, à la fin, je peux affirmer que c'est un chat ou pas. Mais le problème, c'est que le chat, il peut apparaître dans n'importe quelle position. Et du coup, il faudrait réaliser un programme pour chaque situation, ce qui est quasiment impossible. Si on regarde maintenant une technique dite IA, la machine, avant d'être utilisée, va apprendre en recevant un maximum d'images différentes. Attention, apprendre ici, ça ne veut pas dire que l'on stocke en mémoire les représentations de toutes les images. C'est d'ailleurs ce qui va permettre de donner une réponse, même pour une image qui n'a jamais été vue auparavant. Rien à voir donc avec une simple comparaison avec une base de données placée en mémoire. En fait, en mémoire, il n'y a ici aucun pixel. En fait, ce sont des coefficients mathématiques qui ont été calculés lors de la phase d'apprentissage. Prenons un autre exemple en réalisant un programme qui fasse la correspondance entre des valeurs de x et de y. Au hasard, je veux que si x égale 0, la machine me donne 3, que pour x égale 1, on veut 6, etc., etc. Ici, en plaçant une valeur inconnue en entrée, le programme ne pourra pas, par comparaison, donner de réponse, contrairement à un modèle IA. J'ai bien dit un modèle, car en machine learning, il faut au préalable choisir un type d'équation. Prenons par exemple une équation ultra simple, une droite, y égale à x plus b. L'apprentissage va consister à trouver les coefficients de l'équation, donc les valeurs de a et de b. Et pour ça, il nous faut choisir une stratégie pour l'apprentissage. Par exemple, chercher les valeurs de a et de b qui minimisent la somme des erreurs sur toutes les valeurs vues lors de l'apprentissage. Ici, sur l'exemple, on trouverait a égale 0,53 et b égale 3,5. Allez, petite démo avec Excel pour comprendre. Voici ma machine. Je lui applique des données d'entrée x 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'aimerais qu'elle me réponde eh bien, ça, c'est-à-dire cette correspondance ici. Donc, si je faisais en programmation traditionnelle, eh bien, je fais une correspondance avec des tableaux, avec des séries, bon, bref, entre ces valeurs et ces valeurs. Une autre façon de procéder, c'est de dire, eh bien, tiens, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver un modèle qui corresponde au mieux à cette caractéristique ici. Donc les points, bah, c'est juste visuel, mais ça correspond exactement à la correspondance qu'on a là-haut. Je prends le point
1, 6, c'est bien le point 1, 6 qui est là. Alors, comment procéder? Eh bien, je vais dire que je vais utiliser un modèle linéaire. Alors, au début, je ne sais pas trop où il est, c'est-à-dire je sais simplement que je prends une droite de coefficient ax plus b. Donc, les coefficients, ils sont quelconques. Et j'applique donc cette équation y égale ax plus b sur toutes les valeurs que je connais en entrée. Donc là, par exemple, si j'utilisais ces coefficients, mon modèle me donne 2,4 au lieu de 3. Là, il me donne 2,4 au lieu de 6, 2,4 au lieu de 4. Et donc, on voit visuellement ici que c'est pas terrible. Donc, on va chercher à améliorer un peu le truc et on va, par exemple, faire ça, ça, ça. OK. Mais le problème, c'est que visuellement, moi je vois, mais l'ordinateur, lui, comment il peut faire pour savoir que ça passe un peu mieux par tous les points? Bien, réponse, je vais utiliser une fonction de coût, ce qu'on appelle une fonction de coût, c'est-à-dire que je vais définir est-ce que je suis proche ou pas de ce que j'aimerais. Alors, il y a plein de façons de calculer une erreur. Là, j'ai fait très simple, j'ai fait la somme des valeurs d'entrée et la somme des valeurs de sortie et je les compare pour voir ce que ça donne. Oh, vous êtes sûrement plusieurs à me dire oui, mais il fallait utiliser les moindres carrés. Réponse oui, en effet, ça aurait été plus précis. Là, c'est vraiment pour faire très simple. OK, donc là, on voit que l'erreur, elle est de 8,6. Donc du coup, je vais dire: «Ah tiens, si je change ce paramètre à 19, donc c'est pas bon, je vais aller dans l'autre sens, je vais aller dans l'autre sens. Ah là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah là, c'est pire. D'accord et là, est-ce que je cherche à améliorer? Oui, un peu comme ça, un peu comme ça». Alors vous allez me dire: «C'est à tâtons ça?» Oui et c'est pour ça qu'on va faire plein d'essais et je vais vous montrer qu'avec une méthode voilà, j'ai supprimé ça. Heu, hop, j'enlève ça également. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un minimum à trouver pour la valeur de A et un minimum, ça c'est la somme des erreurs, hein, pour la valeur de B. Donc là, par exemple, quand on a une valeur de B qui est autour de 3,56, eh bien, on a l'erreur minimale. Donc si on a ces 2 valeurs, ça devrait être pas mal. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais on aurait pu faire ça sur un plan, à 2 dimensions». Réponse oui, hein, en effet, ça donnerait quelque chose comme ça et donc je décale ici et en effet, on voit qu'il y a plusieurs couples possibles pour obtenir une erreur minimale de 0,2 là, par exemple. Démonstration, si je mets A égale 0,6 et 3,2, 0,6 et 3,2, on a une toute petite erreur, donc là, ça passe bien au niveau des points. Mais ce n'est pas la seule solution possible. On voit que 0,5 et 3,7, c'était pas mal aussi. 0,5 et 3,7, c'était pas mal aussi. Voilà et bien sûr, on peut faire, ajuster, ajuster, ajuster. Plus on a de points et mieux on peut entraîner finalement notre modèle. Avec Excel, on aurait pu faire simplement courbe de tendance, hein, ajouter une courbe de tendance et on voit que la courbe de tendance avec la méthode d'erreur de Excel, ça nous donnait, suivant la méthode que l'on utilise, une équation qui serait plus ou moins proche de la forme qui correspond aux données d'entrée et à ce que l'on connaît du système. On résume, en mémoire, on ne conserve donc que 2 coefficients A et B, alors qu'avec une approche traditionnelle, on aurait stocké toutes les valeurs de X et de Y. Et en machine learning, 3 phases. Premièrement, on choisit un modèle, l'équation Y égale AX plus B sur mon exemple. Deuxièmement, grâce à l'apprentissage, on a trouvé les coefficients de ce modèle, des constantes que l'on va garder en mémoire, CA et B. Et enfin, troisièmement, lors du fonctionnement de la machine, les données d'entrée sont appliquées au modèle, l'équation, qui peut calculer une réponse, même si on n'a jamais vu cette donnée d'entrée lors de l'apprentissage. Allez, on passe maintenant au deep learning. Un peu de biologie pour commencer avec les neurones.
L'éléphant d'Afrique, c'est l'espèce qui en a le plus. 11 milliards dans le cerveau et beaucoup d'autres dans les organes sensoriels. Pour le cerveau, il est battu par le dauphin, qui dépasse également les humains, qui eux-mêmes sont au-dessus du singe. Pour chien et chat, c'est bien en dessous, mais ce n'est pas négligeable pour autant, surtout si on compare à la limace. Alors, un neurone, c'est une cellule dans laquelle il peut y avoir une réaction électrochimique, ce qui va produire une toute petite impulsion électrique qui est appelée un flux nerveux. Cette impulsion est générée lors de l'arrivée d'une activation sur les entrées, les dendrites, et l'impulsion se propage sur les sorties, les synapses, qui elles-mêmes sont reliées aux entrées du neurone suivant, et ainsi de suite. Alors l'image précédente ne montrait qu'une sortie, mais en réalité, un neurone en a beaucoup plus, en moyenne 5000. Et donc le cerveau, c'est comme un plat de spaghettis géant. Alors, pourquoi parler de neurones aujourd'hui? Eh bien, parce que si en IA, on choisit non pas une droite comme modèle, comme sur l'exemple précédent, mais si on choisit un réseau de neurones artificiels, on réalise ce qui est appelé du deep learning. Alors, petit rappel d'histoire, les neurones artificiels sont nés il y a longtemps avec les travaux de McCulloch et Pitts qui ont proposé une équation mathématique pour caractériser le comportement d'un vrai neurone. Et l'équation en question, c'est une fonction f avec des entrées x, comme les dendrites, et une seule sortie y. L'idée générale, c'est de coefficienter la valeur qui arrive en entrée. Les coefficients, les W, sont aussi appelés poids ou coefficients synaptiques. Ensuite, on calcule la somme totale et on rajoute même une constante, θ ici, que l'on appelle aussi biais ou seuil. On envoie ensuite le résultat dans une fonction dite d'évaluation. À l'époque, McCulloch et Pitts avaient proposé une fonction de Heaviside, donc en sortie du binaire seulement 0 ou 1. Mais bon, depuis le temps, les choses ont un petit peu évolué. Quoi qu'il en soit, faisons une petite démo avec Excel. Alors, dans la première formulation de McCulloch-Pitts, les entrées et les sorties étaient des informations logiques, 0 ou 1. 0 ou 1, c'est-à-dire présence ou non d'impulsions nerveuses. Et tout naturellement, quand on a des informations logiques, on a tendance à imaginer des fonctions logiques comme, par exemple, le et logique. Donc, on va essayer de voir comment, avec la formulation qui avait été proposée, eh bien, on peut réaliser cette fonction logique. Donc, le neurone, eh bien, c'est des coefficients, je le disais, synaptiques, un seuil et la fonction d'activation. Je rappelle que l'on cherche à obtenir un et logique, donc ce qui veut dire que la sortie vaut 0, 0, 0 et 1 si les deux sont actifs. Quelles sont les valeurs que l'on peut mettre là? Alors, on peut commencer en faisant 1 et 1. Alors, on pourrait s'amuser à voir ce que ça donne d'ailleurs si on fait la somme, c'est-à-dire si j'ai 0, 0, la somme fait 0, oui. Si je mets x1, ça nous fait 1 au niveau de la somme. Si je fais l'inverse, ça nous fait 1 aussi. Et si je mets les deux ensemble, ça nous fait 2. Et donc, pour activer, il faut être supérieur à ce qui était avant, c'est-à-dire, par exemple, 1,5 de seuil. De cette façon-là, quand on a 1 et 1, on a bien 1 en sortie. Et si jamais ce n'est pas le cas,
il y a 0, quelle que soit la combinaison, 0 et 0, 0, ça donne bien 0. J'ai mis ces valeurs-là, mais il en existe une infinité, hein, on a que l'embarras du choix. Je vais par exemple choisir d'autres coefficients synaptiques. Je vais mettre par exemple 0,5 ici. Et donc, bah, si je fais les combinaisons, ça va me donner 1, 0, et il suffit de placer un seuil juste avant le 1,5, donc 1,2 par exemple, pour réaliser eh bien, le et aussi. Donc là, je fais ça, ça ne fonctionne pas. Je fais celui-là, c'est toujours pas bon. Par contre, si je fais les deux ensemble, on dépasse le seuil et ça active la sortie. Allez, je vous montre également comment réaliser un ou logique. Ou logique, eh bien, c'est lorsque la sortie s'active si on a au moins une des deux entrées. Donc bah là, je peux faire quelle combinaison? Bah, je mets 1 et 1 également, donc ça nous donne les sommes sur l'exemple 1, 1, 2. Donc là, il faut que le seuil soit placé eh bien, juste avant, par exemple à 0,5 ou 0,7, n'importe, si je mets 0,7, ça marche aussi. On le vérifie, 0, 0, ça fait bien 0, et dès que l'on a eh bien, dépassé le seuil, ça nous active la sortie. Donc voilà, mais bon, il peut y avoir d'autres exemples. Exemple, ça c'est 3. Alors, plein de solutions possibles. On voit que là, ça fonctionne aussi si on met un seuil de 0,2. Par contre, si on met des coefficients, comme c'est le cas ici, 1 et moins 1, bah là, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que c'est négatif que ça ne marche pas, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à discriminer la bonne zone. Et voilà, donc il faut faire attention dans le choix quand même. Je vous montre, alors ça c'est une représentation un petit peu plus schéma bloc, comme les automaticiens, mais en réseau de neurones, généralement on représente sous forme de cercle les différentes couches. Et donc les différentes couches, la couche d'entrée, les couches internes, dites cachées, et la sortie. Donc voilà, ça change rien, c'est juste que les carrés se sont transformés en ronds. On retrouve bien, par exemple ici, si je veux faire mon ou logique et que je place des coefficients au hasard, j'ai mis 2, 2, donc ça fait 2, 2, 4. Eh bien, on peut sélectionner, je ne sais pas, moi, si on met 1, 1,2, n'importe, 1, allez, 1,3, ça fonctionnera aussi. On le montre, si on est à 0, 0, la sortie c'est 0. Si j'en mets 1, OK. Si je mets là, c'est OK. Si je mets les deux, c'est OK aussi. Voilà, et on pourrait s'amuser à chercher, par exemple, le OU exclusif. Et comme en fait le OU exclusif, c'est lorsqu'on a un 0 ici, on voit que le seuil est difficile à trouver sous forme de somme. Ça peut se démontrer mathématiquement et on peut démontrer qu'un seul ne suffit pas. Mais on peut en mettre plusieurs. Et voici une structure à 3 neurones. On voit les entrées à gauche. La couche de sortie, c'est juste celui-là. Et couche interne, 2 neurones. On a donc deux termes qui arrivent de part et d'autre et que je vais noter Z1 et Z2. Ça tombe bien parce que le OU exclusif, eh bien, c'est un OU de deux termes, respectivement X1 et X2 bar, c'est-à-dire cette combinaison ici, ou X1 bar X2, c'est cette combinaison ici. Et si on les met ensemble, ça forme le XOR. Regardons comment eh bien, on peut réaliser dans un premier temps le premier terme. J'ai mis au hasard coefficient synaptique 2, moins 1. Je fais toutes les combinaisons et je trouve eh bien, ces valeurs de somme avec ces coefficients. Et donc on voit que pour isoler celui qui nous intéresse, eh bien, il nous faut un coefficient juste en dessous de 2, par exemple 1,5. 1,5.
Et donc, si je regarde ce qui se passe, 0, 0, oui. Ensuite, si j'ai x1, il y a bien z1 à 1, c'est bon. Et rien dans les autres cas. Si je mets ça, ça ne fonctionne pas. Et ça non plus. Ok, très bien. Ensuite, on va regarder Z2. On voit que c'est un peu symétrique, hein, là, là. Donc, tout naturellement, je vais faire les choses de façon symétrique et affecter des poids à l'inverse. Si on regarde ce que ça donne, on voit que c'est le 2 maintenant que l'on peut isoler sur cette ligne-là. Et donc, pareil, un coefficient de 1,5 va nous permettre de trouver la bonne combinaison qui est celle-ci, les autres ne fonctionnant pas. Voilà. Ensuite, on va regrouper les deux termes. Et ben là, c'est un OU classique. Le OU classique, comme on l'a montré tout à l'heure, je vais mettre 2 au niveau des coefficients et par exemple 1. Et donc on a bien notre OU exclusif. Je fais un test. S'il y a 0, 0, c'est bien 0. Si j'ai 1, c'est OK. Si j'ai l'autre côté, c'est OK aussi. Par contre, si j'ai 1 et 1, là maintenant, ça ne fonctionne plus. En résumé, dans un réseau de neurones, on a des coefficients. Mais pour trouver la valeur de ces coefficients, il nous faut une méthode. À l'intuition, avec du flair, comme je viens de faire, c'est vite très limité. Mais on se souviendra qu'en 1957, Frank Rosenblatt avait proposé une méthode de calcul pour déterminer automatiquement les termes W. Et pour ça, il faut donner un échantillon de données d'entrée avec le résultat souhaité pour chacune de ces combinaisons d'entrée et appliquer un algorithme qui va, au fur et à mesure que l'on applique les données d'entrée, eh bien, optimiser et affiner les valeurs de W pour minimiser l'erreur. Allez, petite démo. Je vais reprendre tout simplement la porte logique OU avec deux entrées, une sortie. La table de vérité, la voici. Et l'algorithme qui nous dit que pour chaque paire x, y, alors x c'est un vecteur, c'est toutes les valeurs d'entrée. Donc là, il n'y en a que deux, mais si on aurait pu avoir beaucoup plus d'entrées sur le système, donc ce serait toutes ces valeurs-là. Et la sortie désirée, donc celle qui est là, eh bien, on va appliquer le calcul de la sortie estimée avec des coefficients fixés au hasard au départ. Si le résultat est bon, alors on ne change rien. Par contre, si le résultat est faux, on modifie le coefficient. Et on s'arrête quand on ne trouve plus d'erreur. Exemple, allez, je vais partir avec des valeurs de 2 pour le seuil, 1 et 1 pour les coefficients synaptiques, et un coefficient d'apprentissage qui est à ce niveau-là, là, qui permet de modifier plus ou moins rapidement les coefficients, 2 par exemple, 1 là aussi. Et donc, j'applique 0, 0 avec mes coefficients, je trouve le bon résultat, du coup, je ne touche à rien. Je prends la deuxième ligne, j'effectue l'opération et je trouve que mon réseau répond mal, puisque normalement il devrait trouver 1. Du coup, on va modifier les coefficients W1, W2 par la formule qui va bien, et on voit que maintenant, on doit mettre 2 ici. OK, on continue et on va appliquer le nouveau vecteur d'entrée, donc 0, 1. On voit que là aussi c'est faux, donc du coup on va modifier et le résultat nous donne 1 plus le coefficient. Bon, ça veut dire qu'il faut mettre 2 à ce niveau-là. OK, on continue. Nouvelle combinaison, maintenant 1 et 1. Là, on trouve le bon résultat. Donc, on ne fait rien. On remarquera qu'au début, ce n'était pas le cas, puisque quand je suis parti avec 1 et 1 comme ça, on avait faux. Donc là, vous voyez que déjà, ça a été mieux. OK, 2, 2.
Et on continue. Si je mets 0, 0, c'est-à-dire que je reprends la table de vérité, hein, je peux le faire plein de fois, bien sûr. Maintenant, là, c'est inchangé, donc on a toujours 0, on ne modifie pas. Ensuite, je mets 1 ici et on voit que c'est toujours pas bon, donc on va changer le coefficient. On nous dit 3. Maintenant, en effet, ça marche mieux. Je continue. J'applique la combinaison ici avec un 1 sur x2. Ça ne fonctionne pas correctement, on devrait avoir un 1. Donc du coup, je modifie et je mets 3 ici. Et ainsi de suite. Je continue. Si j'applique 1 et 1, là c'est bon. Je reviens à 0, 0, c'est toujours bon. 0, 1, maintenant c'est bon, on ne touche à rien. 0, 1, c'est bon. Donc, on n'a fait aucune erreur. On peut s'arrêter et les coefficients sont corrects. Et en plus, l'algorithme que l'on vient de voir, il peut s'appliquer à des réseaux multicouches. Et très vite, on est passé à des réseaux de plus en plus complexes, avec beaucoup de couches. Exemple ici d'un réseau permettant de classifier des images. En entrée, les pixels. En sortie, ça nous dit que c'est une voiture, un camion, etc. etc. Autre exemple avec AlexNet, le réseau d'Alex. Il a imaginé pour classifier 1000 catégories d'images. C'était en 2012 et Alex, il a gagné un concours d'IA avec un score jamais vu. Bravo Alex. Et cette structure est encore utilisée aujourd'hui. Et depuis, on n'arrête plus les progrès. Exemple en 2015 à Oxford avec le VGG 16, puis 19 couches. Mais avec toutes ces couches, il faut faire beaucoup de calculs. En IA fini, les MIPS, on parle désormais en gigaflop et même en pétaflop pour les plus gros calculateurs. En une seconde, on peut faire ce que l'humain mettrait 23 milliards d'années à réaliser. Mais attention, même si certains ont tendance à l'oublier, il faut beaucoup d'énergie pour tous ces calculateurs. Et qui dit beaucoup d'énergie, dit que ça pollue. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Éthique et IA, un vrai sujet. Aïe aïe aïe. Alors, comment accéder à des ordinateurs puissants pour entraîner des réseaux de neurones? Réponse simple, on peut les louer à distance. C'est de l'ordre de 1 à 2 euros, peut-être plus, par heure, tout simplement. Plein de solutions existent. Mais si on a des sous et des réseaux pas trop profonds, on peut faire avec un simple ordinateur personnel. Il faut alors utiliser une ou plusieurs cartes graphiques musclées, car les calculs peuvent être réalisés par les GPU. Et c'est mieux qu'avec les CPU, car on peut paralléliser tous les calculs, du fait de leur nature matricielle. Exemple ici avec les Tensor Core d'une carte NVIDIA. Et grâce à l'interface de programmation CUDA, tous les calculs sont organisés à bas niveau et on peut travailler à haut niveau en langage C sans trop savoir ce qui se passe au-dessous. Et encore plus haut niveau, par exemple avec MATLAB, on peut utiliser des modèles prédéfinis. Ici, on voit pour le traitement d'images. Et en fait, pour être efficace, on ne réinvente jamais la roue, on part de réseaux existants. Et comme toujours, il faut faire des compromis entre les différentes performances, à savoir la vitesse, ici en milliards d'opérations par seconde, ou encore la précision, donc le faible taux d'erreur. Et bien sûr, la taille occupée en mémoire, c'est-à-dire les différents coefficients. Et à ce propos, regardons maintenant le Edge Learning, qui peut être vu comme le contraire du cloud computing,
dans lequel les programmes et les données sont stockés loin dans des serveurs auxquels on accède par Internet. Exemple avec un document Google Docs, pas besoin d'installer le traitement de texte sur son ordinateur. Et idem pour le fichier, le document, le fichier texte, il est enregistré dans un serveur quelque part dans le monde, on ne sait pas où, mais pas sur notre ordinateur. À l'inverse, avec le edge computing, on cherche à travailler en local. On ne transmet pas les données dans le cloud, on les traite sur des systèmes embarqués. Et si en plus le système de edge computing utilise des techniques de l'IA, comme le deep learning, on parle alors de edge learning. Exemple ici avec un capteur de vibration. On rappelle que lorsque un système mécanique fonctionne, il y a des vibrations à différentes fréquences. Et suivant l'évolution de ces fréquences, on peut prédire et anticiper les pannes. Mais ça nécessite des calculs de FFT relativement lourds. Alors ici, avec le capteur Bob, là, on le place sur la machine en fonctionnement pendant environ 7 jours pour lui apprendre les vibrations normales, donc le comportement normal. Ensuite, le capteur passe en surveillance et va émettre des rapports pour prévenir d'une potentielle défaillance. Autre domaine, la vision, où l'IA peut s'intégrer au plus proche de l'objectif d'une caméra. Pour la vision industrielle, notons tout d'abord la rapidité de l'analyse, idéale pour les chaînes de production, et cette rapidité permet la répétabilité. On peut analyser des centaines, voire des milliers de produits par minute. Notons également la précision des systèmes de vision actuels, ce qui permet d'analyser des pièces avec beaucoup de détails. Et tous ces contrôles peuvent être réalisés sur une multitude de produits différents. Alors, outre le contrôle, la vision permet également le guidage de mouvement et on peut ainsi réaliser des opérations super complexes, souvent fastidieuses pour l'être humain. Superbe. La vision, c'est aussi la détection de défauts divers sur une multitude de produits différents. Notons que les capteurs de vision peuvent fonctionner en utilisant des techniques de traitement d'images traditionnelles, par exemple pour mesurer ou compter des objets, ou encore lire des QR codes. Et les capteurs de vision peuvent utiliser l'IA pour certaines tâches, comme précédemment, et même des opérations qui seraient trop complexes avec les techniques classiques. Notons enfin qu'avec le edge learning, on utilise des réseaux pré-entraînés et du coup, avec moins de 10 images bien choisies, on a déjà de très bons résultats. La longue phase d'apprentissage primaire a été déjà réalisée et pour l'utilisateur, tout devient facile. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite.